Bonjour tout le monde. D'abord, merci aux organisateurs de nous avoir invités pour faire animer ce panel. Et je suis content aussi qu'on soit votre digestif après le repas. Et on est 4 personnes, donc normalement, on devrait être capable de vous garder réveillés jusqu'à la prochaine conférence. Je vais commencer un petit peu en présentant les gens qui sont ici avec nous. Je commence par les dames d'abord, vu qu'il y en a juste une en plus. Et son nom commence par A, fait que j'étais correct dans l'ordre alphabétique. Ça marche pas après, mais en tout cas. Anne-Marie Gauthier est webmess et chargée de projet à la Commission de la capitale nationale du Québec. Elle fait également partie du comité conseil d'experts de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques de l'Université Laval et, surtout, elle est cofondatrice de eGov Québec. Il y a Olivier Béliveau qui est avec nous, responsable de l'évaluation et de la mise en marché Web 2 au ministère. Là, ça me prend du souffle. Relations internationales, la francophonie et du commerce extérieur. Puis il est aussi un collaborateur de eGov Québec. À chaque fois, la marque est comme appuyée. Il y a Raphaël Thériault, qui est juste à côté d'Anne-Marie, responsable des communications web à l'Office de protection du consommateur et cofondateur, je vais arrêter après ça, on est juste 3 cofondateurs, fait qu'on est tous ici, cofondateur de eGov Québec, puis c'est lui qui coordonne aussi la veille sur les comptes de eGov Québec. Et il y a Jérôme Thibodeau, le seul avec une cravate, c'est parce que lui est directeur des communications. Directeur de communication, ça me prend encore du souffle. Développement durable, environnement, de la faune et des parcs. Puis il participe aussi à l'Observatoire des médias sociaux. Et il m'a dit qu'il était un fan de eGov Québec. Fait que j'ai pu repluguer là. Oui, c'est vrai. Moi, je me présente, Patrick Parent, je suis cofondateur de eGov Québec. Moi, c'est ça, ça c'est mon côté givré, le côté nature. Je travaille au gouvernement aussi. Je suis responsable pilote du site de données ouvertes du gouvernement et dans l'équipe du gouvernement ouvert. eGov Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe de veille dans le domaine des communications numériques et du gouvernement en ligne qui a été fondé simplement pour partager avec la communauté les nouvelles concernant le numérique. On a une page Facebook, un compte Twitter. On fait beaucoup d'événements auxquels on partage aussi. Puis on fait ça plus sur nos heures personnelles parce qu'on aime beaucoup le numérique et on aime partager. En commençant, j'aimerais justement y aller avec savoir qui dans la salle est dans un organisme public. Non, quand même. Fait que bienvenue. Aux autres aussi, vous avez le droit de ne pas être en organisme. Bienvenue, tout le monde est bienvenu. Privé? Organisme privé? T'as-tu compté si c'était moitié-moitié? Ouais. Pas pire. Étudiant? Autre? Étudiant. Ah, il y a une main en arrière. OK. Pour commencer, on va commencer ici avec Olivier. En fait, chacun va présenter un peu son organisation, qu'est-ce qu'elle fait sur les médias sociaux, c'est quoi les principaux comptes qu'ils ont. Fait qu'on va commencer un peu avec Olivier, puis en même temps nous dire un peu les objectifs de communication que vous suiviez que vous aviez pour aller sur les médias sociaux. Bien, c'est sûr que nos objectifs sont liés à nos missions, là. C'est sûr. Dans le fond, le ministère des Relations internationales a des bureaux partout dans le monde. Ça représente le Québec, les intérêts du Québec partout dans le monde. Ça sert aussi de facilitateur, si on veut, dans beaucoup de circonstances, lorsque des artistes se déplacent, lorsque des gens d'affaires se déplacent dans différents pays. Donc, on couvre pratiquement toute la planète. Il y a une quinzaine de pages Facebook. Ils n'ont pas tous la même grosseur. Il y en a d'autres, c'est des petites communautés. Il y en a d'autres, Paris, c'est la plus grosse. New York, elle suit après. Pour l'instant, en Asie, on n'en a pas, mais ça va s'en venir. On a ça au Polo, qu'on vient juste d'ouvrir récemment aussi. Fait que c'est toutes des petites équipes très, très décentralisées qui font un petit peu plus le quotidien des sites. Puis, notre objectif, finalement, là, c'est d'entrer en relation avec les gens. Ça tombe bien, c'est dans le nom de notre ministère, mais mettre en valeur ce qu'on fait. Mais fondamentalement, là, c'est d'échanger avec les gens, communiquer avec les gens. Ça ne veut pas dire que c'est facile à tous les jours. C'est pour l'essentiel, là, parce que le temps va passer vite. Vous avez aussi des comptes Twitter. C'est vrai, on a des comptes Twitter aussi. On a un petit compte YouTube. Et on a un ministre très actif aussi dans les médias sociaux. Qui est Jean-François Lisée. C'est ça. Donc, on en a d'autres aussi là, qui sont assez connus et assez présents dans les médias sociaux, comme M. Boisclair aussi. Donc, il y a toutes sortes de projets de blog, il y a d'autres trucs qui s'en viennent aussi. Mais fondamentalement, on est présent sur Facebook puis Twitter dans un esprit très décentralisé. Fait que ça donne un petit portrait général de notre situation. Merci Olivier. Anne-Marie maintenant.
Bonjour. Alors, je suis Anne-Marie Gauthier à la Commission de la capitale nationale du Québec. Moi, j'ai un statut particulier, si vous voulez. Là, nous, on est un organisme parapublic, si on veut. Donc, on a un CA, un président-directeur général. On relève du gouvernement du Québec. On est financé presque à 100% par le gouvernement. Mais on est une petite équipe et aux communications, on est une petite équipe aussi. Dans le fond, notre mission, nous, c'est d'aménager Québec, en faire une belle capitale pour les Québécois, de faire la promotion de Québec en tant que capitale. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2009, moi, je suis arrivée à la commission en 2008. On a mis un nouveau site web en ligne en 2008. Puis, dans le fond, quelques mois plus tard, une fois que le site vivait, on a fait un audit, dans le fond, auprès de nos clientèles, à savoir qui étaient nos clientèles en ligne, c'était quoi leurs besoins et tout. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait une clientèle très limitée en ligne, que c'était majoritairement des hommes de 55 ans et plus, qui étaient très, très fidèles à nos communications. Fait que notre but, nous autres, dans le fond, notre objectif de communication par les médias sociaux, c'était vraiment d'aller chercher des nouvelles clientèles puis faire la promotion, dans le fond, d'augmenter notre notoriété, faire la promotion de nos activités. Fait qu'on a été un des premiers organismes publics à intégrer les médias sociaux en 2009. Donc, c'est moi, là, en grande partie, qui a chapeauté ça. Ça a été une initiative pas juste personnelle, là, ça a été quand même entériné par la direction et tout, mais ça a été fait de façon assez autonome. Donc, rapidement, ça a été Facebook, Twitter, YouTube, Flickr. Ensuite, Instagram, Foursquare. Maintenant, on a une veille aussi dans les blogs. On a un projet de blog pour notre nouveau site web aussi. Mais sinon, je vous dirais que c'est pas mal là, Facebook, Twitter les premiers, YouTube, Flickr plus pour des besoins techniques, donc d'hébergement de photos, de partage de vidéos. Et plus récemment, c'est sûr qu'on se garde à jour. On a effectivement regardé Pinterest, Google+, pour finalement se rendre compte que ça répondait pas à nos besoins, qu'on n'avait pas de réseau sur ces médias-là. Mais présentement, c'est pas mal l'état de la situation. Et maintenant, on est 2. Donc, on a doublé nos effectifs en termes de veille, de médias sociaux et de web. Présentement, vous êtes 3, tu veux dire. C'est oui, ça? Oui, pour ceux qui se le demandent, oui. Je suis 2. Vous voyez. Merci Anne-Marie. Raphaël? Oui, alors bonjour. Alors, l'Office de la protection du consommateur, c'est un peu comme la Commission, c'est un petit organisme. C'est une centaine de personnes, une centaine d'employés répartis dans tout le Québec, principalement Québec-Montréal. Et on s'adresse à 2 clientèles principales, les consommateurs du Québec et les commerçants qui font affaire au Québec. Alors, les consommateurs, on veut les informer, bien sûr, sur leurs droits, sur leurs recours. On a une mission d'éducation. On a une mission de recevoir les plaintes des consommateurs aussi. Les commerçants, la même chose. On les informe sur leurs obligations. On doit aussi surveiller leurs activités, évidemment. Sur les médias sociaux, c'est particulier. On a choisi de s'adresser exclusivement aux consommateurs. En fait, je dis particulier, ça allait de soi parce que c'est 80% de notre clientèle, entre autres sur notre site Web. On réfléchit par contre à une présence pour les commerçants, mais ça va être une réflexion d'organisation. C'est-à-dire que l'Office, en ce moment, est à revoir toutes ses communications avec les commerçants et on va s'inscrire dans cette réflexion-là. Les consommateurs, donc, on est présent pour eux sur Facebook, sur Twitter. C'est des petites communautés d'environ 1300 abonnés. Et on a une chaîne YouTube, mais je ne vous en parlerai pas parce qu'elle est à revoir, mais complètement. C'est des vieilles capsules vidéo que je ne vous conseille pas de visionner. Alors, allez-y immédiatement le voir. On va lier Twitter. Oui, c'est ça. Tout le monde va aller voir. Tout le monde va aller viral. Peut-être c'est ça la stratégie, finalement. En fait, on est présent depuis septembre 2011 sur Facebook, Twitter. On a passé 4 mois à étudier un peu, à publier toutes sortes de choses. Finalement, on en est venu à se fixer un plan plus précis, c'est qu'on vise la clientèle des 25-44 ans. Pourquoi? Parce que c'est une clientèle qu'on ne joint pas autrement. Nous, au téléphone et par courriel, on rejoint davantage des gens qui connaissent mieux l'Office, les 50 ans et plus, qui ont vécu des grandes campagnes de communication de l'Office des années 80, par exemple. Et nos objectifs de communication, c'est que les consommateurs, dans le fond, soient informés sur leurs droits, sur leurs obligations, sur leurs recours, qu'ils soient plus autonomes et responsables aussi pour régler leurs problèmes. Et pour ça, oui, on leur fournit des contenus de l'Office, mais on n'hésite pas à fournir des contenus de nos partenaires, d'organismes comme Protégez-vous. Donc, nous, notre objectif n'est pas nécessairement de notoriété, mais bien d'aider les gens, d'aider les consommateurs. On répond aussi à leurs questions, puis ça, c'est quelque chose qu'on veut développer davantage. Alors, c'est le service des communications qui s'occupe de cette présence-là. On est 2 personnes en alternance. Par exemple, aujourd'hui, ma collègue Véronique s'en occupe. Demain, c'est moi. Mais personne ne fait ça à temps plein, évidemment. Évidemment, en fait. On aimerait ça, mais on ne peut pas. Merci, Raphaël. Jérôme? Ouais, c'est un peu gênant parce que nous, dans notre cas, je vais vous avouer que notre arrivée sur les médias sociaux, c'est pas fait trop dans les règles de l'art. Je vous explique un peu. Moi, ça fait 3 ans que je suis au ministère de l'Environnement. Quand je suis arrivé, il y avait aucune présence. Et j'arrivais du ministère des Finances où on venait de mettre en place des pratiques. Alors, je voulais aller dans une démarche structurée pour en arriver à une présence efficace, sauf que, les choses étant ce qu'elles sont dans la fonction publique, on s'est fait annoncer qu'on souhaitait qu'on ait une stratégie de communication en lien avec une campagne qui utilise massivement les médias sociaux.
Alors, le problème, c'est qu'on n'avait pas d'existence encore dans les médias sociaux. On en avait une, évidemment, là, un peu partout, mais pas d'existence officielle. Donc, un bon matin, j'ai créé le compte Twitter du ministère sans le dire à personne. Et par la suite, on s'est créé une page Facebook sans le dire à personne. Et on a commencé lentement, mais sûrement, à envoyer un peu de messages pour créer une certaine base pour la campagne qui était à venir dans les mois suivants. Donc, c'est pas la meilleure façon et je la recommande pas, là, mais bon, c'est celle qu'on a été forcé de prendre. Aujourd'hui, on essaie là, de mieux se structurer par rapport à ça. On a plusieurs enjeux, notamment de ressources, mais on est à regarder comment on peut établir une meilleure stratégie pour rejoindre nos les différents groupes qu'on veut rejoindre, là, mais ça va demander beaucoup de travail parce que c'est assez complexe, là. Du côté gouvernemental, du côté des ministères. Là, il y a plusieurs enjeux qu'on pourra rediscuter un peu plus tard. Justement, je voudrais faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire concernant la stratégie. Il y a plusieurs ministères et organismes. Nous, on a vu évoluer Gouv, on suit ça depuis à peu près 2 ans et demi. Donc, au début, quand on a commencé, il n'y avait pas grands organismes, sauf Anne-Marie, qui avait la commission, puis peut-être 2-3 autres qui utilisaient les médias sociaux. Puis il y en a qui sont partis justement un peu underground, qui ont essayé avant d'avoir une présence complète. C'est pas nécessairement une stratégie. Je voudrais vous entendre là-dessus, chacun à votre tour dans votre organisation. Ça a commencé comment? Est-ce que c'était plus un projet pilote? On l'essaye, on va voir. Comment est-ce que ça a fonctionné, disons? Moi, pour ma part, avant, j'étais à la CSST. Et on a parti ça un peu de la même façon. Il fallait qu'il se passe de quoi de ce côté-là. Tout le monde échangeait, on placotait, oh mon Dieu. Là, sauf qu'à un moment donné, c'était le temps là, de le publier. La page était prête depuis longtemps, elle était cachée. Puis bang, on l'a publié. Sans plus vraiment de précaution ni de préparation à ce moment-là. D'ailleurs, je valorise beaucoup l'aspect tactique, là, mais il faut l'appuyer d'une stratégie. Il n'y en a pas sans stratégie. Mais disons que dans ce temps-là, c'était peut-être aussi en 2009, il fallait, développer notre compétence aussi, là, en quelque sorte. Donc, ça a été une bonne école dans cet esprit-là. Pour ce qui est du MRI, ça s'est fait plus graduellement avec les plus gros comptes là, comme Paris. Puis ça s'est étendu graduellement. Donc, je n'étais pas présent à ce moment-là lorsque ça a été créé, mais je vois là, la documentation qui est associée à ça. Donc, mais je peux dire que dans mon expérience personnelle, ça a parti un petit peu comme... On le fait parce que sinon, on serait encore en train d'en parler. Là. Dans certaines circonstances, là, c'est ça, la fonction publique aussi. Il faut respecter là, les avis de tous, là, si on veut, mais une fois de temps en temps, c'est l'action aussi, là, les médias sociaux. Fait qu'on passe à l'action, comme ça, de cette façon-là. Raphaël, tu veux intervenir? Oui, bien, moi, je veux juste dire que j'y crois à cette stratégie-là de partir ça un peu en secret parce que nos gestionnaires, bon, ils ne connaissaient pas les médias sociaux et nous, pendant 4 mois, on a fonctionné à peu près sans parler à nos gestionnaires et ça nous a permis d'amener des résultats après, de montrer, par exemple, qu'on avait augmenté notre nombre d'abonnés, mais pas juste ça, de voir qu'il y avait de l'intérêt pour nos contenus, des partages. Je vous avoue que si on est allé les voir pour leur présenter un plan sur les médias sociaux sans avoir des résultats préalables, il y a beaucoup d'ouverture à l'Office, probablement qu'ils auraient accepté, mais ça nous a aidé beaucoup à consolider notre stratégie. Et après ça, je pense qu'ils nous ont fait confiance, ils nous ont laissé aller. Puis de plus en plus, les médias sociaux sont intégrés dans la réflexion de l'Office. Mais moi, j'y crois, cette stratégie-là, d'aller chercher des résultats avant et après ça, d'arriver, je ne dis pas que ça fonctionne partout, mais d'arriver quand même avec des résultats, justement, pour convaincre d'être présent sur les médias sociaux. Toi, de ton côté, Anne-Marie, est-ce que c'était bien documenté et bien pensé avant de partir? Non, pas du tout. Mais en fait, là, c'est que... Puis là, je vais faire vraiment une plug là, à l'Observatoire des médias sociaux. J'ai fait une maîtrise en relations publiques et médias sociaux et on a fait un processus d'intégration des médias sociaux en 17 étapes. Tada! Recette miracle. Ça marche, c'est malade. Mais la réalité de ça, c'est que c'est un document très universitaire, super documenté. On a fait des revues de littérature, on a vu ce qui se fait partout. On a publié ça il y a 2 ans, je pense. Donc oui, voilà, il y a une recette qui devrait marcher si vous l'adaptez à vos organisations, mais la réalité étant que l'étape 5 vient probablement en étape 1, puis l'étape 10, ça fait jamais. Puis, tu sais, la réalité de nos organisations, c'est ça. Puis nous, ça a été ça aussi, dans le fond. Initiative personnelle, j'ai un patron qui était super ouvert là-dessus, qui lui connaissait bien ça, mais ça n'a pas passé par le CA et par le président-directeur général avant qu'on démarre les comptes. Un peu comme Raphaël. On a démarré ça, ça marchait bien. Il y a des employés à l'interne qui n'étaient même pas au courant. Oui. Tu sais, qui l'ont su 6 mois plus tard. Ah, vous êtes sur Facebook? Oui. Donc, tu sais, ça, c'est l'étape 2 dans les 10 étapes, mais qui nous est arrivé en 7. Tu sais, dans le fond, c'est qu'il y a un processus qui est intéressant. Il y a des théories par rapport à ça qui sont à appliquer. Je pense que tout le monde devrait essayer de les appliquer, mais dans la réalité, c'est que c'est jamais le cas. On essaie de les faire le plus possible, mais que ça se fait en parallèle. Là. Ça bouge encore. Là. De toute façon, c'est pas une science fixe. Là. Ah non, exactement.
Certainement. Puis ça dépend des organisations, ça dépend du contexte. Une fois qu'on a commencé, qu'on a appris, parce qu'il y a aussi la culture qu'il faut prendre, autant les communicateurs, il faut qu'ils apprennent à être sur les médias sociaux, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on prend les valeurs, la culture qu'il y a là. Une fois que ça est établi, au point de vue de l'organisation à l'intérieur, par rapport aux communications plus traditionnelles, finalement, de relations publiques ou relations de presse, est-ce que c'est encore deux canaux qui sont un à côté de l'autre, qui un jour vont se rejoindre, ou là, on commence de plus en plus à intégrer les communications numériques et la stratégie de communication numérique dans la stratégie globale, ou c'est encore un peu un qui est au service de l'autre? Ben, je peux peut-être faire un bref commentaire, il y a peut-être d'autres là-dessus. C'est que je pense que j'ai mon expression favorite là, depuis un petit bout de temps, là, qui est on fait pas des relations publiques, là. On fait des relations sociales. Fait que le point de départ, c'est pas du tout la même chose. Là. Le point de départ, c'est pas d'annoncer des affaires. C'est pas de, dans le fond, publier son communiqué de presse en ligne avec le même titre là, sur Twitter que le communiqué de presse, là, puis des fois nos titres. Un titre de communiqué de presse du gouvernement, il rentre pas. Il rentre pas, là, il faut déjà le chopper, là, donc... c'est vrai, je t'ai enregistré. Oui, non, c'est ça. Donc ça, des fois, il faut le voir. Moi, je le vois en tout cas, puis c'est pas nécessairement naturel comme complémentaire, évidemment. Mais c'est pas du tout la même dynamique, là. Si tu fais des actions dans les journaux, puis après ça, ça apparaît dans les médias, c'est comme un environnement très contrôlé. Mais dans les médias sociaux, tu peux faire un commentaire, là. Tu peux peut-être diriger la conversation un tout petit peu. Mais dans des sujets politiques ou délicats, je veux dire, t'as beau dire quoi, peu importe ce que tu vas dire, il va toujours s'en trouver là, pour aller là, contre, disons, l'avis qui est exprimé ou voir autre chose que ce qui est exprimé. Dans ce sens-là, c'est pas du tout les mêmes dynamiques de communication que les modèles plus traditionnels lorsqu'on communique avec les gens, la société ou les personnes, là, finalement. Donc, ça, c'est la grosse différence là, que je vois. Là. C'est des relations sociales versus publiques. Là. Jérôme, là-dessus, j'aimerais ça t'entendre, vu que toi, tu as un poste de directeur et que tu vois l'ensemble des communications. Est-ce que tu vois que ça s'intègre de plus en plus? Est-ce que toi, tu as toujours le réflexe de dire, au côté relations publiques, il faut intégrer une stratégie aussi pensée au numérique? Ou, Bien, on peut distinguer les médias sociaux de communication numérique peut-être, mais c'est sûr qu'au cours des dernières années, il y a eu une recrudescence importante de tout ce qui s'appelle stratégie axée sur le web. Si on regarde seulement le placement publicitaire, il n'y a pas si longtemps, on annonçait dans les quotidiens, on faisait des campagnes radio, télé. C'était pas mal ça. Maintenant, je connais plus de campagnes qui n'ont pas de placement web. Même, il y a des campagnes qui ne font exclusivement que du placement web selon les clientèles, autour d'une page Facebook, des capsules. Non, je pense qu'il y a vraiment il y a eu un grand changement de ce côté-là. Maintenant, oui, je suis d'accord pour dire que c'est une façon de communiquer qui est peut-être différente des médias traditionnels, mais pour l'heure, au gouvernement du Québec, c'est encore vu comme un média complémentaire et la façon de communiquer ne diffère pas tant que ça. Elle diffère dans le sens où il y a davantage d'interaction avec les gens. Quand on fait une campagne traditionnelle, qu'on met de la pub sur les autobus, dans les journaux, à la télé, bon, il n'y a pas trop de rétroaction de ça, puis on n'est pas obligé d'interagir avec les gens qui voient ces annonces-là. Dans les médias sociaux, c'est une autre paire de manches. On doit répondre, on doit alimenter une communauté, les gens viennent, les gens donnent leur opinion, il y a toutes sortes de discussions qui s'installent. Alors là, ça c'est le principal changement du côté gouvernemental. On n'était pas habitué à ça, là. Raphaël? Oui, bien, je trouve ça intéressant le point que Jérôme amène parce qu'effectivement, sur les médias sociaux, vous le savez, on s'adresse à des communautés d'intérêt. Donc, nous, on n'est pas naïfs. Les gens ne viennent pas sur notre page Facebook parce qu'ils s'intéressent à l'Office de la protection du consommateur. Donc, c'est sûr que nos activités les intéressent plus ou moins. Donc, on veut nous publier du contenu sur la consommation. Mais tu parlais tantôt de l'intégration des communications traditionnelles avec communication numérique. Nous, c'est pas un problème parce qu'on est une petite équipe, mais à l'interne, c'est pas évident de faire accepter qu'on va publier du contenu qui ne relève pas de nos fameuses 4 lois, là. Donc, nous, à l'Office, par exemple, on n'a pas juridiction sur le domaine de l'assurance, sur le logement, sur les finances personnelles, mais les gens ne savent pas que c'est l'AMF, par exemple, l'Autorité des marchés financiers, qui s'occupe de l'assurance. Donc, nous, on parle de vol d'identité dans les achats en ligne. Puis je sais qu'à l'interne, ça agace parce que les gens ont peur d'avoir des appels là-dessus, d'avoir des courriels.
Mais nous, on y croit à l'approche. Il ne faut pas s'en tenir nécessairement seulement au sujet qui nous concerne. On parle à des gens qui s'intéressent à la consommation, comme peut-être Anne-Marie parle à des gens qui s'intéressent au patrimoine à Québec ou à l'architecture, ou en tout cas. Mais je trouve que c'est ça, puis c'est ça qui est difficile à l'interne à faire accepter. Et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi encore à amener nos agents vers les médias sociaux pour qu'ils répondent aux questions des gens. Bon, bien sûr, les agents ont peur des fois des réponses publiques, ont peur un peu du médium. C'est difficile à utiliser dans leur horaire, mais il y a aussi cette réticence-là par rapport au contenu, par rapport à s'ouvrir à d'autres contenus qui ne sont pas ceux de notre organisation. Je voudrais revenir aussi à l'organisation, à l'ouverture ou non à ce nouveau mode de communication-là. Il y a aussi le danger du buzzword. Puis on sait que dans les organisations publiques, il peut y avoir justement de plus en plus les politiciens dans les campagnes qui sont dans pleine élection, etc., l'utilisent beaucoup et de plus en plus. Tu parlais de Jean-François Lisée qui était un blogueur avant et qui continue maintenant. Mais comment, en tant que spécialiste du web, on peut contrer justement la demande que ça ne part pas d'un objectif de com, mais ça part comme le code QR que tout le monde voulait qu'on mette partout. Là, tu essaies d'expliquer que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça sur un autobus puis tu cours après pour avoir le code QR. Mais comment vous avez vécu, si vous avez vécu ça là, à l'intérieur, de contrer aussi que ça ne réglera pas tout et qu'une fois qu'on l'ouvre le compte, il faut continuer après. C'est pas juste si on lance une campagne. Est-ce que vous avez eu à lutter un peu contre ça? Ben moi, au contraire, je dirais là, qu'il faut, dans ces situations-là, il faut plus être opportuniste. Quand il y a une pression comme ça, nous, ça nous a donné l'occasion justement d'ouvrir. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement les façons idéales de faire les choses, mais c'est après qu'on peut peut-être rattraper puis là, mettre en place des façons de faire qui soient plus selon les règles de l'art et les principes là, reconnus. Donc, moi, c'est ce que je privilégie dans ces situations-là. Nous autres, un des défis présentement, c'est que les employés n'ont pas encore accès. Mais compte tenu que les cabinets politiques mettent beaucoup de pression pour être dans les médias sociaux, je pense que ça nous aide à ouvrir, justement. Parce que tant que les employés n'ont pas accès, c'est difficile de vraiment assurer une présence efficace. Puis de développer la culture puis l'habitude aussi, de voir comment ça fonctionne là-dessus. Tu ne peux pas avoir une culture d'organisation si tes propres employés n'ont pas accès à ce que tu publies dans les médias sociaux. Là, tu ne pourras pas utiliser YouTube parce qu'ils ne l'ont pas à l'interne. Fait que là, tu ne veux pas empêcher que quelqu'un à l'interne le voit. Nous, c'est ouvert, là, mais... Ça force ça aussi, je pense, que l'arrivée des médias sociaux dans nos stratégies et dans nos communications a fait qu'à l'intérieur des machines, on commence à ouvrir parce qu'on dit, ben là, ce serait le fun que je puisse voir le YouTube, l'employé puisse voir la vidéo qu'on a mis en ligne pour le public. Fait qu'en même temps, ça permet des leviers aussi. Ils pourraient exactement collaborer eux aussi, là, lorsque c'est bien fait, participer à la conversation. De manière très ouverte, là. Disant, oui, je travaille au MRI, demain matin, je vais demander à mes collègues telle affaire, c'est moi le responsable économique, je vais aller te voir. Ça serait possible, ça. On n'est peut-être pas rendu là dans bien des places. Mais ça, c'est un exemple. Moi, je ne fixe pas sur un média social en particulier. Là. C'est pas ça l'idée. C'est pas Facebook, c'est pas Twitter. C'est quoi qu'on veut faire là, pour entrer en communication avec les gens exactement. C'est quoi les occasions, les opportunités du moment qui se présentent, dans le fond, pour le faire. Puis ça change dans le temps. On voit de plus en plus les articles de Google signés sortir dans la recherche. Fait que là, tout d'un coup, les articles signés commencent à avoir une plus grande importance si tu veux sortir dans les recherches. Ce qui peut être intéressant, si on démarre un blog, au lieu d'avoir un langage... Quelque chose de neutre, là, tu mets un nom, etc. Fait que ça nous emmène dans des nouveaux chemins. Mais il faut en profiter pendant que ça passe. Souvent, ça marche mieux pendant que c'est hot. Là. Puis après ça sera d'autres choses, c'est tout. Là. Moi, j'ai un point à apporter par rapport, on parlait aux communications traditionnelles, là, aux relations publiques. On parle beaucoup de diffusion, de communauté, de parler, de socialiser, mais au-delà de ça, là, nous autres, en communication, on est des communicateurs, là, ça nous sert extraordinairement. La veille qu'on peut faire là-dessus, c'est ça, la journée où on a compris que ça nous sert de façon exceptionnelle, rapide, les veilles, que ce soit sur les blocs, suivre les fils RSS des gouvernements, le fil du premier ministre, le fil des, par exemple, Québec urbain, et nous, c'est directement lié à notre mission. On connaît la communauté qui est là-dessus. Des fois, on interagit. Des fois, je peux faire interagir un ingénieur qui a travaillé sur un projet X pour apporter une réponse. Sinon, la conversation va dévier, par exemple. Là. Fait que nous,
sais, oui, la diffusion, la promotion, oui, répondre beaucoup de services clients, là, peut-être ça, c'est plus de ton côté. Au gouvernement du Québec, on va en faire éventuellement, c'est sûr, là. Mais au point de vue traditionnel, c'est tellement complémentaire. Puis, tu sais, dans le fond, au début, on pensait peut-être que ça allait remplacer quelque chose, ce qui n'est vraiment pas le cas. Oui, c'est complémentaire. Oui, on le dit tout le temps. Puis, je suivais un matin du bureau le hashtag. Puis oui, c'est sûr, le web, c'est du contenu. Puis oui, le contenu dans les médias sociaux, c'est la base. Mais le contenu est adapté parce que ça s'imbrique vraiment. Puis, en termes de relations publiques, ben c'est un outil extraordinaire. Puis quand on comprend ça, ben nos boss peuvent nous endosser puis comprendre qu'il y a une remplacer le courrier électronique, là, une fois de temps en temps, là, à l'interne, dans les réseaux internes aussi, ça serait pas pire. Je perds tellement de temps à juste m'arrêter pour lire le maudit courrier électronique. Là. Tu sais, là, ça serait pas pire éventuellement. Ça, c'est une chose que Jérôme... on s'était vu, tout ce qu'on fait là, on l'a appris, les textes. Non, mais on s'était vu un peu avant pour préparer le panel. Puis ce que Jérôme disait aussi, c'est que l'organisation n'est pas nécessairement... On a beau faire du Web 2 puis d'être social, mais les organisations sont encore beaucoup en silo. Fait que des fois, la culture est dure à changer. Des fois, c'est plus long d'être naturel à l'extérieur quand en dedans, tu reproduis encore une fois les silos. C'est ça un peu que tu abordais, Jérôme, là-dessus. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir un... En fait, je pense que les limites actuellement des médias sociaux, parce qu'on voit toutes les possibilités que ça offre, mais en même temps, j'ai l'impression que l'aspect technologique de la chose est venu avant le changement organisationnel. Donc, dans plusieurs organisations, on a beau implanter ça, si la direction, là, puis là, je fais abstraction, que ce soit au secteur public, privé, si la direction n'adhère pas à la philosophie qu'il y a derrière ça, puis là, on peut entrer dans le gouvernement ouvert, si la direction n'adhère pas à la philosophie, il n'y aura jamais vraiment de bonne stratégie d'implantation, si bien construite soit-elle, qui va fonctionner, parce que ça présuppose un changement de culture organisationnelle, de s'ouvrir, d'être transparent, d'établir un dialogue, mais un véritable dialogue. Et je ne suis pas sûr qu'on est rendu là, dans bien des organisations. Fait que je pense que présentement, enfin, dans le secteur public, peut-être moins dans les organismes, dans les ministères, on fait beaucoup de la communication traditionnelle dans les médias sociaux. Je pense que les choses vont être appelées à changer au fil des ans. D'ailleurs, je riais quand on a reçu le courriel préparatoire cette semaine. C'était écrit Printemps réseaux sociaux 2103, secteur public. Là. J'espère que c'était une petite coquille au lieu de 2013. J'espère qu'on se rendra pas. C'était une projection. On est en train de planifier ça, 2113. 2103. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'on va y arriver, mais il y a encore un long passage obligé avant de se rendre là. Okay. Je reviens plus concrètement à l'organisation du travail. Pouvez-vous nous parler un peu de... Est-ce que vous avez tous une étiquette? Est-ce que l'étiquette est différente selon chaque médium? Est-ce que vous avez préparé à l'avance des communications ou c'est vraiment plus on rentre aujourd'hui, on suit l'actualité? De quelle façon un peu vous fonctionnez dans chacune des organisations, peut-être Anne-Marie? Bien, nous, comme je disais, ça s'est développé de façon parallèle. Au départ, on a intégré, on a jardiné un peu, on a su comment ça marchait. Puis là, parallèlement à ça, on a développé parce qu'il y avait un besoin. À un moment donné, la journée où tu as besoin de ta étiquette, c'est là que tu as fait, en fait. Oui, c'est un peu ça. Souvent, préférez-vous en plus, on a tout copié-collé sur toi. Oui, c'est ça, c'est l'inspiratrice. Et Isabelle du Festival d'été a été beaucoup recopiée aussi. C'est correct. Dans le fond, c'est ça le but. Là. C'est très 2.0. C'est un des principes. Collaborons pour pouvoir avoir des meilleures pratiques. Mais oui, donc ça s'est fait parallèlement. Donc moi, nous autres, on a fait l'étiquette, mais aussi un guide d'utilisation à l'interne pour les employés. Les employés qui l'animent ou les employés en général? At large. Okay. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi notre message? Pourquoi? Vraiment, juste pour que si quelqu'un avait à se référer à l'intérieur de l'entreprise, voici qu'est-ce qu'on en fait. Puis j'avais fait aussi, j'appelais ça la Bible d'utilisation. Là, c'est tout simple, sans prétention. C'est tout simplement, je me disais, si demain je rentre pas puis quelqu'un doit prendre la relève, que ce soit... Comme mettons, tu as un congé de maternité. Mettons, je pars en congé de maternité et je le prévois pas. Ça paraît pas. Donc, que ce soit les mots de passe, mais aussi les grandes lignes de la politique éditoriale, comment on le fait. Puis ça se met à jour au fur et à mesure. Par exemple, si on a une communauté dans laquelle il y a quelques influenceurs récurrents sur certains sujets, je peux prendre des notes puis ajouter des petits commentaires. Bon, cette personne-là, sur tel sujet, voici. Puis par rapport à ça aussi, par rapport à la étiquette, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit publique, qu'elle soit en ligne, approuvée par votre organisation. Puis vous pouvez vous y référer très facilement lorsque vous avez à bannir quelqu'un. Ça n'arrive pas souvent. Nous, c'est déjà arrivé. À soit bannir quelqu'un ou à supprimer un commentaire, supprimer une publicité, par exemple, tierce. Bon, à ce moment-là, on se réfère à la étiquette, évidemment. Là, ça nous sauve bien des tracas. Olivier, j'aimerais t'entendre parce que, vu vous autres, c'est très décentralisé parce que c'est un peu chaque
bureau du Québec, délégation du Québec dans chaque place qui l'anime. Quelle façon ça fonctionne? J'imagine que c'est en température variable selon aussi qui est dans la délégation. Bien, c'est très décentralisé. Puis pour ce qui est du quotidien, on est deux admins, disons ça de même, deux administrateurs, disons, centralisés. Parce que ça fait à peu près 30 et plus comptes là, à suivre. D'une certaine façon, nous, on va faire la discipline si au lieu de faire la discipline. Personnellement, on ne veut pas retirer rien sur les idées. Un ministère comme les relations internationales va aussi attirer des gens qui peut-être n'aiment pas certains aspects politiques actuels, là, même si on est le plus possible apolitique. Là, bon. Et le quotidien sera fait par les gens des relations publiques, là, de la représentation à l'étranger. Donc souvent, nous, on a accès à tous les comptes, évidemment. Ces gens-là ont accès à leur propre compte. L'étiquette, on en a une qui est centralisée, qu'on a déposée sur notre site Web. La réalité, c'est que pour faire un petit peu, disons, s'il y a quelqu'un qui nous traite de nazis, comme ça arrive à l'occasion, des affaires de même, ça finit tout le temps, là. Ça arrive relativement régulièrement. Et ça arrive sur tous les comptes, d'ailleurs. C'est pas depuis que tu es là, c'était avant aussi. Il y a eu une recrudescence, là, depuis... non. Mais, fiez-vous pas à ma peignure, là, c'est bien involontaire. Mais, donc, pour ce qui est de la discipline un petit peu plus, puis la modération, quand des gros comptes Facebook là, décident d'envahir ton espace, là, ton étiquette, ça ne fait pratiquement rien. Là, parce que tu vas avoir 200-300 personnes qui vont arriver simultanément sur ton site. Ça nous arrive à l'occasion. Puis, ils vont publier sans fin. Là. Okay? Tout le temps la même affaire. Les mêmes variations. Les mêmes genres de stimulation en groupe, là, disons ça comme ça. Les likes, là, ils sont rendus à 170 likes. Puis, des partages, puis tout ça. À ce moment-là, tu laisses passer le flow, tout ça. C'est un peu différent de l'étiquette quand tu as juste un petit problème occasionnel, que la personne publie 4 liens qui n'ont pas rapport vers un autre site qui n'a pas rapport. Là, tu peux lui dire, bon, quand t'arrêtes, là, sinon, sinon je vais supprimer tes messages. Là, mais quand il arrive à 200 sur le site, c'est des circonstances qui nous sont arrivées. Là, l'étiquette, c'est un autre game, là, parce que tu peux refuser, tu peux cacher des messages, mais ils prennent des impressions écran de tout ce que tu fais aussi. Donc là, ils l'utilisent après aussi. Donc ça, c'est le genre de dynamique qu'on rencontre peut-être moins dans le privé, quoique ça existe aussi d'ailleurs, mais qu'on a, entre autres dans la fonction publique, quand il y a un caractère un petit peu plus politique là, à l'organisation. Est-ce que les autorités, les premières crises, j'imagine que tout le monde se met à shaker puis le cabinet appelle? Quand il y a des. Premièrement, ça donne bien, là, c'est quand les gens sont tard le soir, là, puis qu'ils ont couché les enfants, puis qu'ils cherchent quoi faire, qu'ils envahissent les comptes des autres. Là, fait que souvent, ça commence à 9, 10 heures, 11 heures le soir. Là, fait que le lendemain, là, comme trop tard, il y a eu 500 personnes. Là, le lendemain, j'ai eu le temps là, de planifier ce que je dirais au cabinet. Là, genre, parce que tu veilles la nuit. Fait que non, mais. Tu dors pas, ça? Hein? Tu dors pas? Je me couche tard. J'arrive tard, mais je me couche tard, genre. Mais dans ce sens-là, au début, ça crée de l'excitation parce que c'est perçu un petit peu comme c'était avant, là. C'est-à-dire, si quelqu'un en parle, c'est très important parce que dans les médias, si tu as discuté dans les médias, c'était automatiquement à grande échelle, là, si on veut. Mais il nous arrive dans la fonction publique, dans le fond, de regarder une mouche, là, je ne veux pas blâmer une personne, mais quelqu'un d'indésirable, admettons, avec une grosse loupe, là, la mouche a de l'air grosse de même. Là, en fin de compte, c'est une personne, disons, qui s'exprime un sentiment, puis il faut protéger ça, mais qui est désagréable envers nous, qui ne nous aime pas, etc. Donc, il faut apprendre à relativiser ça, là, puis avoir la distance nécessaire, même quand ils sont 200 à envahir ton compte. C'est pas vraiment des crises quand tu sais d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, etc. Donc, maintenant, c'est plus relatif. Là, les gens sont plus confortables, acceptent ça un petit peu plus. Puis, on a des gens qui ont... Je coupe tout de suite après, mais il y a des gens dans notre organisation, comme M. Boclair ou M. Lisée, je veux dire, qui connaissent la game des médias sociaux. Ils se sont fait attaquer régulièrement dans les médias sociaux, donc ils comprennent ces enjeux-là. Fait que pour une fois, là, dans d'autres organisations, c'était plus difficile. En haut, totalement, de nos organisations, ces dynamiques-là sont comprises. Fait qu'ils veulent pas juste profiter des bons côtés des médias sociaux, ils comprennent qu'il y a des moins bons. Oui, mais il y a tout un monde entre les deux, là, puis il faut ajuster ça quand même dans nos organisations. Ouais. On parle de gestion de crise. Je ne sais pas si vous n'avez vécu un peu de votre côté. Écoute, t'en as-tu? Est-ce que... Vas-y. Okay. Moi, je voulais juste parler peut-être de 2 autres outils, fait que je te laisse enchaîner si tu veux. Parce que nous, on n'a pas eu vraiment de gestion de crise. Je voulais juste parler, peut-être, Patrick parlait d'outils tantôt qu'on utilise pour notre présence, puis je voudrais vous parler peut-être de 2 outils intéressants.
c'est pas nous qui en avons eu l'idée, là. La première chose, c'est qu'à l'interne, on a vraiment fait adopter une politique de communication web qui précise c'est quoi nos objectifs sur les médias sociaux, mais surtout les rôles et responsabilités, et qui précise surtout qu'il n'y aura pas de niveau d'approbation pour ce qu'on publie sur les médias sociaux. On a fait adopter un peu ce qu'on allait publier comme contenu, donc nos communiqués, c'est sûr, mais un peu le genre de contenu, nos objectifs, et après, on s'est dit que ça ne fonctionnera pas, là, évidemment, s'il faut faire approuver à chaque fois. Donc ça, on l'a fait vraiment, cette politique-là nous a aidé, préciser que les communications aussi sont responsables. L'autre chose, puis les conférenciers de ce matin en ont parlé de l'importance du contenu sur les médias sociaux, d'un contenu utile, pertinent. Bon, on expérimente depuis un mois vraiment un calendrier de contenu. On le fait maintenant parce qu'on a un nouveau site web depuis un mois. On a réécrit tous nos contenus. Donc, enfin, on a vraiment du contenu qui est plus clair, plus compréhensible pour les gens, qu'on peut partager. Et tout en continuant à partager le contenu de d'autres organisations, on va utiliser de plus en plus nos contenus. Pour le lancement, dans le premier mois suivant le site Internet, on a par exemple décidé qu'on allait mettre en valeur nos conseils de consommation, qui sont une nouveauté du site de l'Office. Donc, des conseils, par exemple, avant d'acheter un bien, avant de signer un contrat, etc. Et on a préparé à l'avance une série de tweets ou de statuts, sans dire évidemment qu'on allait le diffuser à telle heure, tel jour. Et ça, j'en avais entendu parler l'année passée ici au printemps des réseaux sociaux. C'est vraiment un outil que je vous conseille. Ça permet de réfléchir un peu à sa présence. Et ce calendrier-là thématique, on va l'élargir à toutes nos communications. Donc, si on décide qu'en mai, par exemple, on parle de voyage à l'Office, notre relationniste va en parler dans ses chroniques, on va en parler sur les médias sociaux, on va en parler sur notre site web particulièrement. Donc, on va essayer d'un peu de coordonner nos communications parce que là, chacun y va un peu avec ses sujets et on va essayer d'avoir un petit peu plus d'impact. Puis on veut augmenter un peu le trafic sur notre site web grâce à ça. Pas tant pour découvrir notre site web, mais on considère qu'on a des contenus qui peuvent aider les gens parce que 70% des gens qui nous appellent à la suite d'un problème. Donc, on veut essayer un peu d'inverser là, cette situation-là. Donc, 2 outils, une politique à l'interne et un calendrier qui peut vous aider pour vos communications externes. Je vous conseille vraiment ces outils-là. Jérôme, tu voulais... Non, tu veux pas? J'utilise mon ricochet. Non, je fais des blagues, mais c'est parce qu'on est un peu délinquant du côté de nos politiques. Là, En fait, l'enjeu, c'est que moi, je me suis toujours dit, s'il faut qu'on fasse approuver tout ce qui va dans les médias sociaux, on est aussi bien de ne pas en faire. Alors, on est à élaborer une politique, là, mais j'ai un peu peur du moment où on va la faire approuver là, pour pas qu'on se ramasse avec des obligations d'approbation. Là. Donc, on travaille fort. Alors, ce qu'on essaie de faire, on essaie toujours de... Évidemment, on ne mettra pas le titre du communiqué sur Twitter, on va essayer de le réécrire, mais on s'arrange pour garder l'esprit. Donc, on n'est pas en porte-à-faux par rapport à ce qui a été approuvé par le ministère. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, mais on ne fait rien approuver. Okay. On y va, ça reste à la direction des communications. C'est nous qui animons le compte Twitter, c'est nous qui animons la page Facebook, mais on ne monte pas plus haut. Ceux qui le veulent comme directeur. Non, mais c'est comme ça qu'on fonctionne pour le moment. Là. Peut-être pas après la conférence, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vidéo de la conférence. C'est ça, j'aime ça, la caméra. On parlait de gestion de crise, mais j'aimerais peut-être vous entendre sur les bons coups que vous avez réalisés, que vous êtes fiers, qui vous ont permis de... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent les petits événements du quotidien banal. Et puis ça, il y a une réflexion quand même assez profonde à faire sur le sens des médias sociaux. Ne parlons pas des chats, là. Je ne parlerai pas de chats. Quoique, j'ai déjà vu des chats sur un de nos comptes, là, parce que j'avais dit à la personne qui s'en occupait que souvent, il y a beaucoup de likes ou de j'aime sur les chats, puis je pense qu'elle l'a pris trop au mot, puis elle l'a publié. Là. C'est pas une farce, là, OK? Mais l'équivalent de chat... C'est un chat de New York? Ou... Non, c'est pas un chat ni de gouttière. Okay. Là, mais quelque chose qui était amusant, c'est les petits événements du quotidien. Faites par nos délégations. Je vous donne un exemple. Là, il y a neigé à Paris. Là, oh mon Dieu, il y a 3-4 cm. Là, fait que là, l'animatrice là-bas, dans le fond, a pris son appareil photo, a pris la photo sur le bord du cadre là, du bureau. Là, puis elle a publié la photo. C'est une de nos publications les plus populaires. Puis, souvent... C'est un petit tous les Québécois qui riaient des Français ou c'était des Français? On rit ensemble, là, généralement. Donc, mais c'est surtout, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond à ça. C'est que ça exprime ce que c'est un petit peu mieux les médias sociaux. Okay. C'est que quand les gens sont touchés par quelque chose qu'on fait, que ça les fait sourire, que ça les fait rire,
ça connecte avec les gens, mais après ça, on peut aussi l'utiliser pour aller un petit peu plus loin. Non seulement à cause de l'algorithme de Facebook qui fait que plus ton message est populaire, plus il est visible, puis plus pendant quelques jours, tes autres interventions vont rester visibles. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de banal, puis qui rejoint les gens. Donc, nos messages les plus populaires, c'est souvent des petits événements du quotidien. Qui ne sont pas réfléchis. Qui sont souvent ad hoc, là, non réfléchis. Spontanés. C'est ça, mais ça s'organise aussi de manière un petit peu plus structurée. Quand on voit aussi les modèles, ce que les gens aiment, on peut préciser nos actions par la suite aussi. C'est comme une interaction, dans le fond. Là. C'est là que les stratégies faites à froid, ça ne marche pas tout le temps. Mais dans ce sens-là, c'est nos bons coups, c'est des petites affaires banales, humaines, proches des gens, plutôt que les annonces, là, tu sais, telle affaire. Puis la poutine. La poutine, ça marche tout le temps. Ça marche sur tous nos comptes à travers le monde. Là. Ça doit mettre de l'air merveilleux, la poutine. Donc ça, c'est des anecdotes, là, mais ça marche, ces choses-là, pour nous. OK. Anne-Marie, est-ce que tu as des exemples? Moi, j'essaierai le chat et la poutine, mais sinon... D'abord que c'est pas la poutine avec le chat. C'est qu'il n'y a pas de mix. Mais tu sais, je comprends ce que tu dis, puis c'est complètement vrai chez nous aussi, vidéo, photos de Québec, patrimoine, Château-Frontenac, on s'entend, mais au-delà de ça, je te dirais qu'une des premières choses qu'on a faites quand on a intégré les médias sociaux en 2009, c'est qu'on a trouvé important de s'impliquer dans la communauté dès le départ. Donc, dès que j'ai intégré Twitter par la commission, quelques mois plus tard, on accueillait un tweet-up à l'Observatoire de la Capitale, qui est un de nos lieux. Un tweet-up étant une rencontre de gens sur Twitter, qui se parlent virtuellement, mais qui se rencontrent lors d'un 5 à 7. Donc, on a accueilli les gens chez nous. On leur a fait découvrir un peu rapidement ce qu'était la commission, mais c'était pas là le but. C'était juste de faire partie d'une communauté. Puis ces gens-là qu'on a connus dès le départ nous suivent encore aujourd'hui. Et ça a comme brodé la communauté très serrée dès le départ. Fait que, implication par rapport à la communauté. C'est vraiment super aussi, ça, là, de transformer ça en gestes concrets dans le monde. C'est ça. Puis, tu sais, sans faire référence au gouvernement, à la commission, à notre mission, c'est vraiment pas, là. Juste, on a les mêmes intérêts, voici, on se rencontre. Donc ça a été un bon coup. Puis sinon, je l'ai dit tantôt, mais nos meilleurs coups, nous, ça a été quand on a écouté rapidement ce qui se dit sur nous puis qu'on a pu intervenir dans des conversations, que ce soit avec des journalistes ou sur un blog, des commentaires de blog sur une de nos réalisations, par exemple, un budget X où quelqu'un dénonce quelque chose de la commission et lorsqu'on fait une bonne veille, qu'on peut intercepter et dire « Attendez, c'est pas du tout le bon chiffre ou c'est pas du tout nous qui sommes en cause », bien, ça a permis que le sujet n'a pas dérapé. Puis, je veux juste compléter sur, tu disais tantôt par rapport à la netiquette puis la veille, bien souvent, oui, on regarde une mouche avec une loupe, mais bien souvent, nos communautés sont intelligentes puis ils se rétablissent entre eux. Tu sais, si quelqu'un fait un commentaire complètement déplacé, attends un petit peu, prends ton gaz égal, va prendre un verre d'eau, puis souvent, ça va se rétablir de par ta communauté. Donc, c'était juste un commentaire par rapport à ça. D'autorégulation, tout à fait d'accord aussi. Tu parlais d'écoute aussi, Anne-Marie, tantôt, justement. Est-ce que, par rapport à... C'est arrivé jusqu'à maintenant que les gens fassent des suggestions, etc., qui peut vous sensibiliser à dire « Ah, bien peut-être que notre programme qu'on a pensé peut-être pas aussi loin que ça, mais vu que je suis aussi gouvernement vert, je vais parler de participation un peu citoyenne. Est-ce que justement, on tient compte de ça? Est-ce que l'organisation commence à dire « Regarde, c'est aussi une façon, en se disant que c'est pas 1000 personnes qui pensent que tout ce que les Québécois pensent, mais est-ce qu'on peut commencer à avoir cette relation-là pour dire « oui, Jérôme va intervenir là-dessus pour dire justement la confiance puis que les gens puissent vraiment participer à l'organisation. Je pense que c'est il y a 5 ans, quand j'étais aux finances, on a lancé les consultations prébudgétaires en ligne. Et ça rejoint ta question précédente sur un bon coup. Je pense que c'était à l'époque novateur. Et bon, on a eu évidemment plein de critiques. Vous n'allez pas assez loin, les questions sont fermées. Bon, on a eu tout ça, mais l'important pour moi là-dedans, c'est que ces données-là étaient transmises au ministre qui les consultait et qui se servait de ça pour finaliser sa réflexion en vue de la préparation de son budget. Je ne dis pas là, que tout a servi, mais ça... Mais c'était un canal au moins que les gens pouvaient s'exprimer. C'était un canal et nous, il nous demandait de faire des résumés à chaque jour de ce qui était publié comme commentaire. On l'alimentait avec ça. Il a consulté les résultats. Alors, c'était, je trouvais, un exemple là, d'utilisation des médias sociaux à des fins démocratiques, dans le fond, dans l'exercice du pouvoir d'un élu qui prépare le budget du Québec. Alors ça, je trouvais que c'était intéressant, malgré là, toute la... Est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Oui, ça continue encore aujourd'hui, cet exercice-là. Okay. Est-ce que, au point de vue, souvent on se fait demander justement dans les organisations, est-ce que c'est rentable? On parle souvent du ROI, etc. Comment on est capable d'amener une rentabilité ou en tout cas de démontrer qu'il faut continuer, que les efforts valent la peine, etc.? Tu voulais intervenir? Oui, bien, c'est sûr que c'est pas évident. On en parlait la semaine passée, puis on se disait, est-ce qu'on est capable de mesurer, par exemple,
statut ou des contenus ont un impact sur des comportements de consommateurs, c'est pas évident. Mais nous, en tout cas, une chose qui a été difficile à faire accepter, c'est de pouvoir répondre aux questions des consommateurs sur Facebook. Ça a l'air niaiseux, mais ça a été un peu un combat à l'interne. On a fait un projet pilote de 2 semaines. On a montré des résultats, puis après ça, on a pu instaurer cette pratique-là. Puis c'est sûr que si on ne répond pas aux questions, on n'est pas pertinent. Donc là, on réussit à le faire maintenant. Puis je pense que l'impact, ça peut avoir un certain impact. Il y a des gens qui ne nous appelleraient pas, qui posent leurs questions, justement parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'appeler. Quand on appelle à l'office, c'est long. Malheureusement, on n'a pas assez de gens au téléphone. C'est un taux d'attente de 8 minutes en moyenne, donc c'est long. Sur les médias sociaux, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'il nous manque des éléments, mais il y a des choses auxquelles on peut répondre rapidement. Ça évite aux gens d'attendre. Donc moi, je trouve que ça, c'est un retour à la limite. Je ne pense pas qu'on décharge demain matin notre centre d'appel, mais on rejoint peut-être des gens qu'on ne joindrait pas autrement, puis on leur évite peut-être d'attendre. Donc, oui, parce que la différence du téléphone, c'est que la réponse que tu fais sur un compte Twitter, c'est que tout le monde peut l'avoir, qui est abonné. Tandis qu'au téléphone, il y a une personne que... C'est ça, puis il y a 30 des gens qui appellent chez nous pour une question qui ne relève pas de l'office, donc au moins sur les médias sociaux, ils n'attendront pas 8 minutes pour... des fois, ça nous prend plus que 8 minutes à réagir, mais je veux dire, ils seront moins peut-être découragés ou on leur dit tout de suite d'aller voir la référence, par exemple, au ministère du Revenu ou à l'Autorité des marchés financiers. On essaie de réagir rapidement. OK. Oui, bien, souvent, on a la charge d'avoir des objectifs mesurables, ce qui est tout à fait simple dans nos actions. Premièrement, là, on utilise notre argent à nous tous. Là, fait que ça fait du sens que ça soit utilisé de manière responsable puis qu'on puisse démontrer un retour. Souvent, on confond des objectifs dans les médias sociaux avec genre avoir 1000 membres, avoir 10 000 membres sur notre page, etc. Moi, personnellement, c'est de convertir ça en action dans le monde physique, là, le plus possible. Par exemple, le tweet-up, par exemple, que parlait Anne. Exactement. Tantôt, là, ça, c'était comme un genre super. On commence seulement à le faire. C'est de convertir, dans le fond, nos interactions dans les médias sociaux en gestes dans la société dans laquelle tu te trouves. Ça peut être simplement d'aller au cinéma. Là. Ça peut être simplement de gagner un petit quelque chose, pas nécessairement un grand fan des concours nécessairement, mais ça marche quand même. Donc, on est en réflexion à savoir comment on peut transformer ce qu'on fait en gestes concrets de la part de l'autre personne. Si on fait un 5 à 7, si on invite un conférencier, puis il vient, puis qu'il y a 100 personnes qui se sont jamais rencontrées, qui se parlent entre eux, bien, en tant que ministère des Relations internationales, sur des sujets pouvant se rapporter à nos missions, bien, ça se mesure. Là, tout d'un coup, on a créé quelque chose, on est allé un petit peu plus loin. Ça ressemble à un objectif mesurable parce qu'on n'a pas vraiment de produits à vente ou d'augmenter de vente ou les paramètres classiques. Là. Donc, si on veut arriver à mesurer un résultat, c'est parce qu'il faut avoir un indicateur au départ. Il faut se fixer un peu avec quoi on va. Il faut se fixer des bons indicateurs, puis c'est dur de trouver des bons indicateurs quand il y a beaucoup de qualitatifs. Donc, même si je suis fan des stats, il faut convertir ça d'une manière différente. Là. C'est un peu l'objectif qu'on a en ce moment pour ce qui est des objectifs mesurables. Là. OK. Il reste une dizaine de minutes avant de poursuivre ici avec les conclusions, les défis aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oh. Oui. Monsieur. Une question surtout en fonction des organismes publics. Je sais que vous l'avez évoqué rapidement, M. Perrault, dans quelle mesure vous avez une liberté de publier ce que vous voulez, que les messages, tout ça, vos missions, la liberté de publier ce que vous pensez, ce qui est bon, et comment ça fonctionne. Je vais vous entendre au rôle de ça. On dirait que j'ai commencé souvent. Là, fait que oui, t'es bon là-dedans. Mais ça fait de Jérôme aussi. Mais en fait, on est pas mal libre de notre côté. Il y a... ce qui est plus difficile, c'est dans les zones de commentaires, dans le fond, ou dans les échanges de style conversation. Là. C'est un petit peu plus tough. Là. Mais du côté émettre, disons, publier quelque chose, tout ça, les équipes, c'est des équipes qui sont déjà souvent, qui ont beaucoup d'expérience, tout ça. Donc, de notre côté, on peut publier très librement. Il y a certains sujets qui sont plus délicats que d'autres, où est-ce qu'il y a un petit peu plus d'échanges à l'interne. Et ça, c'est un réflexe que, comme communicateur, on a aussi. Là, on est des spécialistes des coms, fait on est sensible sait que telle affaire est sensible. C'est ça. Mais généralement, de notre côté, là, pour le dire très rapidement, nous publions quand nous voulons, essentiellement comme nous le voulons, sauf dans quelques circonstances peut-être plus délicates, tout simplement. Là. Moi, je dirais, dans le fond, les gens qui le font, ce ne sont pas des
des stagiaires, là, c'est des gens de communication qui ont une connaissance très fine des enjeux de l'organisation depuis longtemps. Puis on parlait de l'organisation du travail à l'interne. Nous, les silos verticaux, on essaie de plus les avoir. Comme ça, les gens qui sont les porte-parole en ligne, parce qu'on est des porte-parole en ligne bien souvent, des fois, c'est des journalistes, on ne sait même pas que c'est un journaliste à qui on s'adresse. Bien souvent, il faut être au courant de tout ce qui se passe dans l'organisation. Donc, on assiste à plus de réunions, on est au courant, on va poser des questions. Donc, on essaie de plus avoir de silos, d'être des vrais communicateurs, mais au sein de notre organisme aussi. Puis le jugement se développe aussi en connaissant la communauté, nécessairement, et il faut avoir une connaissance fine des enjeux. Oui. Alors oui, nous, dans notre cas, oui, très, très grande liberté. Toutefois, quand c'est un sujet délicat, politique, attaque personnelle ou un sujet très précis, là, par exemple, avant de répondre, on prend 1 heure, on se consulte, je vais faire approuver la réponse que j'ai construite, par exemple. On répond quand même rapidement, mais on se dépêche pas. On n'est pas pressé de répondre quand c'est un enjeu là, de l'organisation. Et on prend le temps de faire approuver. Oui. Non, je suis tellement d'accord avec ce qu'Anne-Marie dit. Nous, on a beaucoup de liberté, nos gestionnaires, mais c'est justement, on se consulte aussi beaucoup. On fait pas... bon, quand c'est des articles, par exemple, d'actualité, c'est plus facile, mais effectivement, quand c'est des questions plus sensibles, on prend le temps d'en discuter. Mais c'est sûr qu'on a certaines contraintes. Par exemple, avec nous, avec le fédéral, j'ai un exemple, le CRTC est en train de réfléchir actuellement à un code de téléphonie sans fil. Bon, ça peut empiéter sur la loi sur la protection du consommateur. Fait que c'est sûr qu'on ne nous demandera pas de faire de la grande promotion de ce code-là de téléphonie sans fil. C'est sûr qu'il y a des petites choses comme ça, mais je vous dirais que ça ne fait pas partie de mon quotidien. C'est peut-être 1 fois par mois ou 2 mois qu'arrivent des questions comme ça, mais il faut se tenir au courant, effectivement, des enjeux de notre organisation. Des fois, les gens ne nous en parlent pas toujours, on l'apprend en le faisant, puis il faut accepter de faire des erreurs. Là, moi, j'en ai fait des erreurs, des choses publiées que tu te rends compte après que ça, oui, effectivement, ça n'a pas de bon sens. Ton image de parfait vient d'être... C'est fini. Nous, on en fait des erreurs. Publié sur le mauvais compte aussi. Classique. Classique. Si vous voyez des choses sur eGov qui parlent de consommation, dites-vous que je me suis trompé de compte. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bien, je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup du type d'information qu'on a à véhiculer. Puis je vais parler pour les ministères. Quand on est plus dans du service à la clientèle ou de l'information factuelle, bon, évidemment, là, c'est assez facile. Quand on entre là, dans de l'opinion, là, c'est fort différent. Si on prend comme exemple, dans les ministères au gouvernement, la ligne directrice dans pratiquement tous les ministères, c'est que personne n'est autorisé à parler aux médias, à part les porte-paroles officiels des ministères. Quand on va sur Facebook, sur Twitter, si on prend position comme employé, on engage en quelque sorte notre ministère. Puis là, il y a une ligne qui est difficile à tracer entre, lorsque j'interviens dans les médias publics, est-ce que je le fais en mon nom personnel ou en mon nom professionnel? Est-ce que je le fais au nom de mon organisation? Ça, cette ligne-là n'est pas claire à mon esprit. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de ce côté-là qui doivent être clarifiés, notamment par des politiques éditoriales dans les... Puis par de l'expérimentation aussi, parce que finalement, c'est en repoussant la barrière qu'on va voir tout à fait, si on tout a à fait. C'est ça. Comme moi, personnellement, je vais vous donner un exemple. Il arrive régulièrement que je vais commenter des articles de journaux où je vois des erreurs de fait. Je mets le commentaire, je m'identifie. Jérôme Thibodeau, directeur des communications au ministère. Bon, ça passe assez bien. Mais maintenant, si un de mes employés faisait ça, j'aimerais peut-être en être informé au préalable. C'est là où, par contre, si quelqu'un nous écrit pour savoir c'est quoi les adresses pour acheter un permis de pêche ou, des informations factuelles, il n'y a pas d'enjeu là. Mais c'est sûr que quand on tombe plus dans de l'opinion, là, il y a une zone floue qui, effectivement, devra être clarifiée au cours des prochaines années. Okay. Peut-être une dernière question, parce que je pense qu'il reste 1 minute ou 2, on va qu'on ait du temps supplémentaire. Oui? Oui, puis il y a quelqu'un qui l'a tweeté et retweeté tantôt. Vous verrez, là, c'est les processus d'intégration des médias sociaux en 10 étapes sur le site de l'OMSRP, comulaval.ca, je crois. En fait, c'est vraiment de contacter les collègues parce que présentement, il n'y a pas de... Chacun des ministères a fait ses expérimentations on s'est tous appelés. des médias sociaux. Centralement, il n'y a pas encore de politique, je pense que c'est en cours de se faire, mais il n'y a pas encore de politique officielle qui va guider tout le monde. Fait que c'est un peu tout entre collègues. Puis c'est un peu pour ça qu'on a fait eGov Québec. L'idée, c'était d'avoir un lieu où, au moins, en tout cas, on peut partager de l'information qu'on trouve un peu partout. J'ai créé un groupe Facebook aussi, là, où est-ce qu'on part avec l'idée que tout est potentiellement public, là, mais c'est un groupe privé pour les gens de la fonction publique.
qui s'occupe des médias sociaux. Puis on placote de ça entre nous aussi. Fait que, Il y a un groupe super intéressant aussi de gestionnaires de communautés Québec sur Facebook. aussi, ouais. Que je vous invite à suivre, ça peut être intéressant. Tu sais, dans le fond, on est du public, là, mais je vous dirais que la plupart de ce qu'on a, les enjeux sont les mêmes là, pour tout le monde, je pense. Là. Oui. Très intéressant. Avons-nous une heure de plus? Oui, Olivier pourrait t'en parler. Ça, c'est pour l'année prochaine, on va faire. Ouais. Genre réseaux sociaux d'entreprise, là, ou organisations? Il y en a un peu comme ça s'est fait sur les médias sociaux. Il y en a dans quelques organisations. C'est pas encore répandu en tant que tel officiellement au gouvernement, mais nous, l'équipe du gouvernement ouvert, on a travaillé sur des orientations pour des outils de collaboration à l'interne. Donc, c'est quelque chose qui est aussi dans les cartons là, en général au gouvernement pour un peu répéter ce qu'on fait à l'extérieur. À l'intérieur, on parlait que c'est plus dynamique que le courriel puis tout ça. C'est souvent des solutions externes qui sont utilisées, là, des sites comme Yammer ou autres. Là. C'est souvent ça qu'on voit. Là. Je ne crois pas qu'il y en ait qui aient développé leur propre... Oui, il y a eu des wikis des fois qui sont utilisés en interne. Il nous reste vraiment... Il y a l'intranet gouvernemental. Là, tu vas nous partir pour 2 heures. On a terminé, mais juste chacun voir un défi pour les prochaines années, pour les prochaines semaines, parce que les médias sociaux, ça avance vite. Mais est-ce qu'il y a un mot ou un défi qu'on a à relever dans les organismes publics? Moi, c'est converser. Apprendre à converser avec les gens, finalement, plutôt que d'annoncer des choses où... Puis ça, il y a une résistance naturelle qui est culturelle. C'est pas la bonne foi des gens. Là. Les gens, ils comprennent ça quand tu leur expliques, là, puis ça. Mais c'est vraiment d'avoir... D'habitude, parler à la masse. Là, on parle à un. C'est comme parler à 1000 fois de suite, là, genre, là, c'est pas toujours vrai, là, mais tu sais, donc, c'est un peu cette idée-là. Puis ça, c'est difficile, des fois, de juste faire un like dans les commentaires ou ça te fait sourire, n'aie pas peur, fais j'aime sur le commentaire, vas-y, tu sais, comment on te dit merci, nous apprécions que tu viennes souvent avec nous. Ça, c'est des étapes de début, si on veut, mais aller plus loin dans ce sens-là. Fait qu'apprendre à converser avec les gens, finalement. Okay. Quelque chose à ajouter? Moi, c'est vraiment, et ça va rester mon enjeu depuis le début, c'est que la culture d'entreprise suive la culture web. Je déteste l'expression Web 2.0, mais la culture là, web sociale, que la culture d'entreprise s'adjoigne de ça pour qu'on puisse travailler plus efficacement. Raphaël? Nous, ce serait de se renouveler. On tombe un peu, là, je veux qu'on évite de tomber dans une routine des mêmes genres de contenus aux mêmes heures, toujours trouver des idées nouvelles en étant toujours utile, là, sans non plus abandonner nos objectifs, mais se renouveler nos contenus, en fait. Jérôme? Les ressources. Pas qu'il n'y en a pas, mais dans Il est directeur, lui, hein, c'est pour ça. Exactement. Non, mais exactement. Les mandats n'ont pas diminué dans nos organisations et on doit intégrer un volet médias sociaux avec moins d'employés qu'on en avait, avec des budgets moindres. C'est un gros enjeu. Moi, présentement, c'est un défi de réussir à dégager des gens pour s'occuper, parce qu'on le voit dans les organisations, les gens font ça à mi-temps. À mon sens, ça ne peut pas être efficace. Il y a des nouveaux métiers qui se développent, animateurs de communauté, puis il y en a d'autres qui sont en train d'émerger, mais on n'a pas de poste pour ces gens-là. Alors, il y a un grand défi de ressources. Okay. Bien, merci beaucoup. Merci Jérôme, merci. Raphaël, Anne-Marie, Olivier. Merci tout le monde. Oui.